Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans votre émission, le jury du dimanche, et nous avons le plaisir de recevoir El Hadj Issa Sall. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment moi. Pour vous présenter au jury du dimanche, c'est la première fois que vous y comparaissez. Parfaitement. Vous êtes le secrétaire général national du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, député et candidat à l'élection présidentielle de février 2019. Vous êtes aussi le président de l'Université du Sahel, pilote d'avion privé. Vous l'êtes également. Parfaitement. Une des révélations du paysage politique du Sénégal au cours des dernières échéances électorales, une entrée fracassante à l'Assemblée nationale avec 3 sièges fin juillet 2017, une candidature au scrutin présidentiel du 24 février dernier, classée 4e sur 5, 2 années plus tard. Un discours qui accroche une frange des électeurs. Issa Sall, bonjour encore. Bonjour Mamadou. Faut-il vous appeler le pur sang de la vie politique sénégalaise? Ben, je pense que c'est un beau nom que j'aurais bien aimé. Cela renvoie à quoi? Exact. Quand je vous le dis. Ça renvoie à un programme. En fait, notre programme pendant les élections présidentielles était de nom pur sang. Nous avions voulu donc proposer à la population sénégalaise un format qui devrait consister à faire en sorte que notre pays puisse, pour l'homme et par l'homme, se développer. Alors, on est en plein dans ce qu'on appelle le dialogue national. Qu'est-ce qui a changé entre votre décision commune avec 3 autres de vos collègues qui étaient également candidats à l'élection présidentielle, votre position de ne pas reconnaître la réélection du président Macky Sall et votre participation aujourd'hui au banquet de ce dialogue national? Très bien. Vous savez, la reconnaissance de la réélection d'un candidat, ou en tout cas la structure qui prononce l'élection d'un candidat, c'est le Conseil constitutionnel. Et vous savez bien que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans appel. Une fois que le Conseil constitutionnel dit que telle personne est candidat, telle personne est président, mais cette personne devient président de la République. Et aujourd'hui, vous reconnaissez le président Macky Sall? Maintenant, bien sûr, c'est le président de tous les Sénégalais. Ça, c'est clair. Ça, c'est tout à fait clair. Nous n'avons jamais dit d'ailleurs que nous ne reconnaissons pas le président de la République. Ce que nous avions signé, nous, les 4 candidats, c'était que le processus était biaisé. Ce qui a conduit à l'élection d'un président de la République. Et que nous n'avons pas accepter ce processus. Et cela, nous l'avons décrit depuis très longtemps. Maintenant que le président de la République, que Macky Sall soit le président de la République ou pas, ça c'est évident qu'il est le président. Mais est-ce que de ce point de vue, vous êtes en phase avec vos autres alliés, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Madi Kenya? Ah, tout à fait. Vous reconnaissez aujourd'hui tout à fait, parce qu'ils sont le président Macky Sall? Ah oui, mais non, on n'a pas à reconnaître ou à ne pas reconnaître. C'est une évidence. C'est-à-dire, une fois que le Conseil constitutionnel dise que telle personne est élue président, cela est opposable même au Conseil constitutionnel, à plus forte raison qu'aux candidats ou bien à la population sénégalaise. Cela veut dire que depuis que le Conseil constitutionnel a dit que Macky était président, mais il est président. Mais nous avons dit, écoutez, ce qui a amené Macky à être président, c'est-à-dire le processus qui a amené à ce qu'il soit président de la République, ce processus est entaché d'irrégularités. C'est pourquoi, d'ailleurs, le dialogue nous intéresse. Parce que c'est ces irrégularités que nous voulons corriger. Voilà, quand on nous a appelés au dialogue, mais nous sommes partis. Il y a ce dialogue national, en fait, on pourra y aller. Oui, absolument. Il y a ce dialogue national, ensuite il y a le dialogue politique. Le dialogue politique. Ce dialogue politique va maintenant résoudre l'ensemble des problèmes qui ont existé au niveau de ce processus électoral, c'est ce que nous pensons, et ce qui permettra à ce que nous puissions avoir à l'avenir des élections, n'est-ce pas, claires, transparentes et démocratiques. Un de vos partenaires de l'opposition, Ousmane Sonko, qualifie de cirque ce dialogue national auquel vous prenez part. Vous répondez quoi? Ben, je réponds non, parce que je prends moi part au dialogue. Étant donné que je prends part au dialogue, ben, s'il le qualifie de cirque, je ne peux pas être d'accord avec lui. Maintenant, il est libre de le faire, et de le dire, et d'avoir sa position. Mais moi, je ne dirais pas que c'est un cirque. Pourquoi ce dialogue ne serait pas un cirque? Ah, ce n'est pas un cirque, c'est quelque chose. Pourquoi? C'est quelque chose qui, à mon avis, c'est quelque chose qui devra être tout à fait très constructif, parce qu'en fait, il n'y a pas d'a priori. Il s'agit de se retrouver autour d'une table et de dire exactement ce que nous pensons, et d'essayer de trouver un consensus. Ce qui est important, c'est que vous êtes rendu compte que les hommes qui doivent animer le dialogue, nous les avons trouvés à partir d'un consensus.
La preuve, c'est que le jour du lancement du dialogue, ce sont les personnalités qui avaient été proposées par l'opposition qui ont été retenues. Famara Ibrahima Sagna. Famara Ibrahima avait été proposé par l'opposition Oui. et par le pouvoir. Et le jour du dialogue, avant même que le dialogue ne démarre, les journaux ont titré que c'est Famara qui est proposé par l'opposition. Cela veut dire qu'on ne nous a pas imposé de personnalité neutre. Pourquoi c'est la Famara même chose pour Ibrahima le Sagna? dialogue. Pourquoi vous l'avez choisi? Mais Pourquoi vous êtes allé le chercher? Moi, personnellement, je fais partie Oui. des personnes qui ont proposé son nom parce que je le connais personnellement, de par son intégrité, de par son expérience, de par sa compétence. Donc c'est quelqu'un vraiment qui fait l'unanimité. Personne n'a décrié sa compétence, son intégrité. Voilà, c'est ça. Pour rester sur Ousmane Sonko, il a parlé d'un gouvernement informel que dirigerait Famara Oui, mais Ibrahima Sagna. ça, moi je préfère que vous invitiez Ousmane, que vous lui posez des questions. C'est parce que c'est un de vos alliés. Oui, je vous bien pose sûr, la question. Il n'a pas je... manqué de dire que vous, même de l'opposition, qui avez pris part à ce dialogue, que vous n'auriez pas dû. Mais il n'a pas à le dire, justement. C'est-à-dire nous sommes libres. Lui, il est libre de ne pas participer au dialogue, mais ceux qui participent au dialogue sont libres de le faire. Il n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Cela est tout à fait clair. Quelle catastrophe nationale justifie qu'on ameute la nation? C'est la dernière fois que je cite Ousmane Sonko. Non, je ne pense pas que la nation soit ameutée. Je pense que tout se passe très bien. Mais ceux qui veulent aller au dialogue sont partis au dialogue, mais ceux qui ne veulent pas partir et qui sont libres de ne pas, de ne pas y aller, mais ne sont pas partis. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est peut-être les politiques, mais la nation ne sent pas cette affaire. Oui. Oui, aussi simple que ça. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce cas en déphasage, en décalage par rapport à la nation, au peuple? Ah non, on n'est pas en décalage par rapport au peuple. Ce que je veux dire, parce que le dialogue le plus pertinent ne serait-il pas celui dans lequel le peuple aussi se retrouve? Oui, mais le peuple est dans le dialogue. Le peuple est dans le dialogue? Ah oui, le peuple est dans le dialogue. Non, mais il n'y a pas que les politiques. Je ne sais pas, vous avez certainement, en tant que média, suivi l'actualité. Vous avez quand même l'ensemble des couches de la population qui étaient au dialogue. Vous aviez les syndicats, les enseignants, n'est-ce pas, les avocats, les religieux, les politiques, voilà, les institutions, mais tout le monde était là-bas. Et je pense que ça, c'est le microcosme du peuple sénégalais. Et ce que nous allons faire au dialogue, mais ça va être représentatif du peuple. Et vous avez le sentiment que vous dialoguez avec le peuple sénégalais aujourd'hui? Nous dialoguons avec et pour le peuple sénégalais. Bon, les 15 millions ne peuvent pas être autour d'une table. Ce qui fait qu'il y aura peut-être une cinquantaine, une soixantaine de personnes autour d'une table pour voir un peu comment conduire les destinées du pays. Un échantillon représentatif de la nation. De la nation. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu au moins 6 ou 7 franges de la population qui sont représentées à raison de 5. Et là, je rebondis d'ailleurs pour dire que je me demande pourquoi le président de la République a parlé de 5-5. Ça, ce n'était pas son affaire en tant que telle. Ça devrait être l'affaire de Famara Ibrahima qui conduit le dialogue. C'était à lui de dire, écoutez, pour tel secteur, j'ai besoin de tant de personnes. Pour tel secteur, j'ai besoin de tant de personnes. Voilà le format du dialogue. Bon, je pense qu'il devra pouvoir rectifier cela. Parce que dire, écoutez... Vous préconisez que cela soit revu? Je préconise que Famara prenne ses responsabilités. En quoi faisant? C'est-à-dire, une fois que le peuple a dit que c'est Famara qui conduit le dialogue, à sa place, j'aurais pris toutes mes responsabilités sur le format, sur les termes de référence, sur les invitations. Est-ce que finalement on n'est pas en train de reproduire les assises nationales, d'où la sortie du professeur Abdoulaye Bathily, que vous connaissez très bien, un des acteurs majeurs des assises, qui dit si on avait appliqué les conclusions des assises, les conclusions de la CNRI, on n'aurait pas eu besoin de faire le dialogue. Oui, mais on ne les a pas appliquées, mais peut-être que le dialogue nous permettra de les appliquer. Parce que de toute façon, les problèmes seront posés sur la table. Ce n'est pas un remake des assises nationales que vous êtes en train de faire? Non, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a eu les assises. Famara Ibrahima Sagna ne rappelle-t-il pas Amadou Mokhtar Mbow? Oui, mais c'est bien, c'est pas grave. Il y a eu les assises. Elles se sont très bien déroulées, ces assises. Elles n'ont pas été appliquées. Le président n'a pas appliqué les assises. Mais peut-être dans le dialogue, je ne peux pas dire qu'on va transposer les assises dans le dialogue, mais une bonne partie de ce qui avait été arrêté au niveau des assises pourrait être donc appliqué, proposé pendant ce dialogue. Et s'il y a un consensus, mais ça va être appliqué.
Alors, nous recevons dans cette émission le jury du dimanche El Hadj Issa Sall, le secrétaire général national du PUR. Le mot confiance est revenu dans les discours, notamment dans celui du président de la République. La personnalité de Famara Ibrahima Sagna, puisque nous parlions de lui, constitue-t-elle un gage pour vous dans un climat de rupture de confiance entre acteurs? Mais je pense que oui. Si vous regardez un peu le parcours de l'homme, de par son expérience, de par son équidistance, ça il faut le dire, hein. Je pense qu'il a été depuis très longtemps équidistant de tout ce qui s'est fait sur le plan politique, mais aussi de par sa possibilité de mettre ensemble les acteurs, hein. Je pense que dans le passé, il a quand même joué ce rôle. Oui, entre notamment Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et de par son désintéressement. Ça, c'est extrêmement important aussi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, de par son âge, de par son expérience et de par sa stature, peut totalement être désintéressé. Ce n'est pas quelqu'un demain qui voudra avoir quelque chose ou bien être nommé à quelque poste que ce soit. Je pense que pour l'individu, le désintéressement est extrêmement important. Et moi, je vois que lui, il ne demande rien, il n'a besoin de rien. Donc, il pourra faire de façon tout à fait très honnête, très transparente, sans pression aucune, oui, n'est-ce pas, mener le dialogue. Justement, quelle compréhension avez-vous de sa mission, lui, oui, Famara Ibrahima Sagna, dans le cadre de ce dialogue national? Non, c'est une mission de facilitateur. Je veux dire, celui qui dirige le dialogue ne participe pas au dialogue. Il facilite. Il met en symbiose les acteurs, hein. C'est comme d'ailleurs, je disais qu'il y a les acteurs qui sont membres du dialogue, acteurs du dialogue. Mais le président de la République a parlé d'administration. Moi, je pense que l'administration n'est pas membre du dialogue, ne doit même pas être membre du dialogue. L'administration doit appliquer les conclusions du dialogue. L'administration, c'est des fonctionnaires, c'est l'exécutif. C'est comme le ministère de l'Intérieur, par exemple. Si nous sommes d'accord sur un bulletin unique, hein, là j'anticipe un peu sur la chose politique, mais c'est à lui de voir exactement comment l'appliquer. C'est des techniques. Il a des mathématiciens, il a des ingénieurs, il a des informaticiens, il a une direction générale des élections. Le rôle, ce n'est pas de participer pour dire c'est bon, c'est pas bon. Le rôle, c'est de nous écouter, nous, politiques, et qu'on dise, écoutez, voilà le format qu'il nous faut pour le fichier électoral, voilà ce qu'il nous faut pour la carte électorale, voilà ce qu'il nous faut pour les bulletins, et à charge pour eux, techniquement, de voir comment l'appliquer. Donc, ils ne doivent même pas être participants au dialogue. Mais toutes ces questions avaient été débattues dans le cadre des assises nationales. Oui. Vous y avez pris part à l'époque? Personnellement, non, mais j'ai mes camarades qui ont pris part, parce que j'étais absent du pays à l'époque. Très bien. On reviendra en détail sur ce que vous attendez du dialogue national. Avec la complicité d'Aliou Diassé, nous allons écouter les questions posées par quelques Sénégalais à El Hadj Issa Sall, notre invité de ce dimanche. Professeur, est-ce que vous ne pensez pas que Macky Sall joue à la division de l'opposition en convoquant ce dialogue? Est-ce que vous n'avez pas trahi le pacte des 4 candidats, à savoir ne pas reconnaître la présidence de Macky Sall? Par rapport à leur position de ne pas vouloir reconnaître la victoire de Macky Sall en tant qu'opposant, est-ce que cela ne va pas les handicaper dans l'avenir si par exemple Issa Sall devenait le prochain président de la République et que la passation de pouvoir devait se faire entre lui et Macky Sall, il sera obligé de serrer la main de quelqu'un dont il n'a pas reconnu la victoire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe? Vous voulez prendre le pouvoir par les mains de quelqu'un qui vous le passe et vous n'avez pas reconnu celui-là. Ma question est, a-t-on besoin d'être en crise pour dialoguer? Je m'explique. Parce que juste après le dialogue national lancé par le président de la République, Ousmane Sonko a fait une conférence de presse disant que le président a appelé au dialogue comme si le Sénégal sortait d'une crise politique. En tant que citoyen, cela nous mène dans l'interrogation de se poser la question, est-ce que l'opposant aujourd'hui qui est au Sénégal, est-ce que notre opposant, ceux qui comptent remplacer M. le président de la République dans un futur, portent-ils l'intérêt du pays ou bien leur intérêt propre? Parce que je ne vois pas l'importance que le président appelle au dialogue. Alors, il revient, le dernier intervenant, sur justement Ousmane Sonko, qui est contre le dialogue national et qui a dit quelle catastrophe nationale justifie qu'on ameute la nation. Ouais. Voilà, en fait, moi, je vais répondre à la première question. Ensuite, je vais rebondir sur la dernière question, de façon chronologique. Oui. Il a dit, est-ce que Issa Sall n'a pas trahi les autres? Non, c'est parce que les autres sont d'accord pour le dialogue. Hein.
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous les candidats, sauf Ousmane Sonko, sont d'accord pour le dialogue. Ouais. Ils avaient même envoyé des émissaires au dialogue. Peut-être que moi, j'ai été le seul candidat à être présent, n'est-ce pas, à la salle de banquet, mais qu'eux, ils avaient envoyé quand même des émissaires. À travers le front. D'une part, à travers le front, mais peut-être même, quand vous prenez Madické, c'est quand même Niokhobaye qui... Oui, Ibrahima Diouf Niokhobaye, oui. Et Idrissa Seck. Voilà, Idrissa Seck, c'est peut-être dans le front, hein, je ne sais pas la personne qui l'a... Mais en tout cas, ce que je veux dire, au moment où je fais cette émission, nous sommes tous 4 candidats, en fait 3 candidats, moi-même, Madické et Idrissa, d'accord sur le dialogue. Ça, je peux vous le dire. Vous n'avez trahi personne. Ah ben non, je n'ai pas besoin de trahir parce que je n'ai pas d'engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, ce que je fais, je le fais de façon tout à fait très libre. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose parce que vous avez signé un pacte pour dire nous allons faire ceci et que vous faites le contraire, c'est là où vous avez trahi. Mais moi, j'avais été très clair avec mes collaborateurs pour leur dire que moi, j'irai au dialogue. Donc, je ne trahis personne. Alors, l'autre qui dit raisonnement un peu dans l'absolu. Oui. Issa Sall, demain président. Oui, et j'ai dit Amin. Et alors qu'il a déjà contesté la victoire du président Macky Sall, comment vous pouvez le justifier? Vous savez, oui. les victoires, on les conteste presque très souvent. Rares sont les pays où, quand il y a élection, que les gens disent que ça s'est très bien passé, ça marche, le président est bien élu. Non. Et le plus souvent, l'opposition ne félicite jamais pratiquement le président sortant une fois réélu. Bon, il arrive, vous savez. C'est extrêmement rare. En tout cas, au Sénégal, c'est presque jamais arrivé. Oui, mais attendez. Entre Diouf et Wade, quand même, il y a eu félicitations oui. entre Diouf et Wade. Oui, oui, parce que... Tout dépend du processus. Je vais vous expliquer peut-être quelque chose. Parce que Diouf avait perdu. Oui, mais Diouf avait perdu parce que le processus était clair. Diouf a perdu à féliciter Wade. Oui. Wade a perdu à féliciter Macky Sall. Vous savez pourquoi? Et le contraire est rarement valable. C'est-à-dire, vous êtes devant la personne ouais. qui, entre Diouf et Wade, a dit que c'est Wade qui a gagné. C'est moi qui l'ai dit. Vous savez pourquoi? J'étais l'informaticien chargé de traiter les élections. Et ça, je l'ai fait pendant 20 ans. Au Sénégal. Et personne ne le savait. C'est de mon ordinateur que sortaient tous les résultats de toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal depuis 1993. Qu'elles soient locales, présidentielles, législatives, sénatoriales, etc. De ma petite machine, je disais que Diouf avait gagné. Alors, ce qui fait qu'il n'y avait pas possibilité de contestation parce que le processus était clair. Et vous pouvez certifier qu'il n'y avait pas eu de fraude de nature à remettre en cause. En fait, de fraude, je veux dire, il y a tout le temps quelques fraudes, mais avant le scrutin, moi, je m'occupais du scrutin. C'est-à-dire, pendant le scrutin, il ne peut pas y avoir de fraude. Mais avant le scrutin, maintenant, il peut y avoir des achats de conscience, etc. Et ça, moi, je ne le gère pas. Mais je voudrais dire simplement que pendant ces 2 alternances, c'est moi qui dis que telle personne a gagné et l'autre a félicité. Entre Macky et Wade, c'est exactement comme ça. Est-ce que cette fois-ci, le jour du scrutin, le 24 février dernier, il y a eu des fraudes? Ah non, je veux dire, c'est pas le scrutin. Les élections, c'est pas le scrutin. Oui, non, parce que vous dites que... Oui, vous dites que... Je vais vous dire pourquoi nous avons signé... Votre job, c'est vraiment de certifier. Oui, mais ce n'était pas mon job. Après, naturellement, moi, j'étais candidat, donc je ne me suis pas occupé par de ça. expérience. Mais je vais vous dire simplement ce qui a poussé à ce que nous ayons dit que nous ne sommes pas d'accord sur le processus. Vous avez vu le parrainage. Ça, nous l'avons décrié. Et ce processus-là, ce parrainage, a conduit à éliminer beaucoup de candidats, dont d'excellents candidats. Vous avez vu que la carte électorale était biaisée, qu'aujourd'hui, moi j'ai par exemple des militants qui sont de chez moi, Tataguine, et qui ont été déplacés à 2 communes, c'est-à-dire à Fatick, en dépassant une autre commune. Ce qui n'est pas normal, sans leur consentement. Donc, on a dit que la carte n'était pas bonne, d'où le fichier d'ailleurs, parce que la carte est une résultante du fichier, et que donc le parrainage. Tout cela fait que les élections sont déroulées, le président a gagné, mais nous, en opposant, vous avez vu aussi qu'il y a eu la sécurité au niveau des candidats. Moi, j'en étais victime. Donc, quand vous prenez tout ça, vous ne pouvez pas, juste quand on déclare une victoire, que vous sautillez pour dire, voilà, j'applaudis, je félicite.
Moi, je ne pouvais pas le dire et je ne pouvais pas le faire. Réponse à la troisième question maintenant. Oui. Y a-t-il crise? Oui. Au sein de l'opposition. Non, y a-t-il une crise au Sénégal qui Mais justifierait mais on n'a pas besoin. ce dialogue national? Tu sais, un dialogue, c'est quelque chose de tout à fait très permanent. Ça doit se faire au niveau de la famille. On dialogue tout le temps dans nos familles. On dialogue dans nos universités, parce que moi, c'est le milieu que je connais. Mais on dialogue aussi pour un pays, mais de façon permanente. Il faut anticiper sur les problèmes. On n'a pas besoin d'attendre, comme le disait si bien mon collègue Tine, Maître Tine. Il a dit, mais du pour commencer à dialoguer. Il a parfaitement raison. Il ne faut pas attendre d'enterrer nos morts pour dialoguer. Hein. Il faut donc anticiper sur les problèmes. Et puis voilà. De toutes les façons, il y a des choses à faire et à dire dans ce pays. Je vous ai parlé, par exemple, rien que pour le dialogue politique, qui n'est qu'un volet du dialogue national, oui. Je vous ai parlé du processus. On parlera du dialogue politique, oui. Issa Sall. Oui. Parlons du dialogue national. Oui. Quelles sont vos attentes aujourd'hui de ce dialogue national? On doit débattre de quoi? Et pour arriver à quoi? En réalité, on doit débattre de tout. Je dis qu'on doit débattre de tout. J'ai en tête la sécurité. Vous avez vu ces derniers temps qu'il y a eu d'énormes problèmes de sécurité. Il faudrait qu'on débatte de cette affaire de façon très profonde. Vous savez que depuis pratiquement 15-20 ans, il n'y a pas eu d'enseignement supérieur dans ce pays. Moi, je suis un acteur de l'enseignement supérieur. Peut-être que vous êtes le président de l'Université du Sahel. Oui. Aujourd'hui, vous allez dans les universités publiques, vous ne savez pas quand est-ce que ces universités démarrent et quand est-ce que ces universités font leur examen. Je donne simplement le cas de l'Université de Saint-Louis qui est en train de faire son 2e semestre de l'année dernière, au moment où moi, mes étudiants sont déjà partis en vacances. Bon, quand je dis moi, c'est le privé. Ce qui m'intéresse, c'est la nation. Donc moi, je voudrais bien que ces universités publiques puissent... On parle de masse salariale. Aujourd'hui, vous voyez par exemple un directeur d'agence qui peut toucher entre 14 et 15 millions au moment où les travailleurs ne parviennent même pas à résoudre leur... Que voulez-vous sur ce point? Ce que je veux sur ce plan, c'est qu'on applique, n'est-ce pas, la conclusion sur la masse salariale, c'est-à-dire ce que chacun doit toucher, qu'il le touche de façon tout à fait claire et honnête. Et que ça soit équitable, et que ce soit équitable, juste. Que ce gap-là, farabine-là, qui existe entre ceux qui sont soit dans les agences ou dans d'autres structures, que ce gap soit réduit. Vous savez, on a voté... Et le président a dit qu'il n'y aura pas, dans les circonstances actuelles, d'augmentation des salaires. Oui, parce qu'il n'a peut-être pas les moyens de le faire. Ouais. Mais il ne peut pas refuser quand même l'augmentation des salaires à de petits fonctionnaires au moment où il accepte que d'autres fonctionnaires puissent toucher des sommes tout à fait faramineuses. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que c'est ce gap qu'il faut réduire. Bon, où étiez-vous, vous, Assemblée nationale, oui. Pour qu'on assiste aujourd'hui quand même à cette grosse masse salariale? L'Assemblée a la possibilité aussi de contrôler l'action gouvernementale. C'est l'Assemblée qui vote le budget. Oui, mais vous savez bien que l'Assemblée nationale, sa configuration actuellement, est à la solde du président de la République. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile aussi de la part de vous, députés? Non, ça a tout le temps été comme ça. Mais nous votons contre quand ils votaient contre. Mais si vous votez contre, vous n'êtes peut-être qu'une dizaine de députés. Mais ça n'a pas de sens. Vous votez contre, mais la loi va passer de toutes les façons. C'est-à-dire les députés de l'opposition ne peuvent rien dire à l'Assemblée. Ils peuvent simplement prendre la parole, dire exactement ce qu'ils pensent, soit en commission technique ou en plénière, mais ça n'empêchera pas à ce que ces lois soient votées. Ça, c'est clair. Mais ça fera aussi partie du dialogue. Mais dans le dialogue, on va certainement regarder un peu le règlement intérieur de l'Assemblée, voir un peu la représentativité, le mode d'élection, n'est-ce pas? Comment on doit élire un député, comment on doit élire un maire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on vous met dans une liste, vous pouvez même être perdant et devenir maire. C'est arrivé au Sénégal, au niveau d'un conseil régional donné. Le parti qui avait perdu les élections, c'est un de ses candidats qui est devenu président du conseil régional, parce qu'il était au niveau de la liste proportionnelle. Ils ont perdu les élections, mais il a pu se débrouiller pour demander aux autres conseillers de l'opposition de voter pour lui, et du coup, il est devenu président du conseil régional. Donc, c'est ce genre de choses. Oui, sur le pétrole et le gaz, le président n'a pas manqué également d'attirer l'attention des différents acteurs, des forces vives, sur la nécessité de s'entendre sur l'essentiel. Exact.
Et là, au niveau du dialogue national, on va en parler. Oui. Il est même question que l'opposition siège au niveau de cette commission de le COS-Pétrogaz. Ah oui, vous êtes prêt aujourd'hui, l'opposition, à siéger dans le COS-Pétrogaz? Le COS-Pétrogaz, ce n'est pas pour le pouvoir, c'est pour le Sénégal. La société civile doit y siéger, l'opposition, le pouvoir, peut-être même les médias aussi, parce que c'est à vous de dire aux gens ce qui se passe dans ce pays. Les gens doivent siéger pour voir exactement ce qui se fait. Maintenant, siéger, ça ne veut pas dire, bon, venir avoir des jetons de présence, non. Je pense que les gens, quand même, doivent faire un peu de bénévolat dans ce pays. Accepter de faire partie de structures sans pour autant, en retour, s'attendre à recevoir quelque chose. Parce que vous savez, si les gens se bousculent pour être membre de telle ou telle chose, c'est parce que derrière le fait que vous soyez membre, vous recevez des prébendes. Hein, c'est peut-être une voiture qu'on vous donne, c'est peut-être de l'argent qu'on vous donne, c'est peut-être des jetons de présence qu'on vous donne. Mais je pense qu'on doit arriver au Sénégal à un moment où les gens siègent dans des structures, vraiment parce que c'est des Sénégalais, ils aiment leur pays, oui, sans contrepartie. Sur le pétrole et le gaz, c'est quand même important, c'est une perspective qui est très attendue. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la gouvernance déjà de ce secteur, mais non, avec tout ce qui a été dit, non, mais les contrats pétroliers, oui, et autres, vous êtes satisfait? Non, je ne peux pas être satisfait. C'est pourquoi je veux participer au dialogue. Pour que tout ce que je pense de cette affaire puisse être débattu au niveau du dialogue, qu'un consensus puisse être trouvé et que le président, parce qu'il l'a dit, applique les conclusions du dialogue. Ce qui fait que le fait de ne pas aller au dialogue, à la limite, est-ce que ça arrange le pays? Il y a plein de choses que nous ne savons pas, mais il y a plein de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ceux qui ne participent pas au dialogue ont tort. Mais moi, en tout cas, je sais que je participe au dialogue et j'ai raison. Maintenant, je ne vais pas... Tout le monde ne peut pas avoir raison. C'est-à-dire, là où vous allez, Ousmane est un jeune frère. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un jeune frère. C'est le seul candidat qui n'accepte pas de participer au dialogue, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas vous faire dire des choses à mon jeune frère. Hein? Non, je pose une question. Non, c'est pourquoi je dis simplement que moi, je pense que j'ai raison et je vais au dialogue. Maintenant, dire que lui, il a tort, il ne va pas au dialogue, ce n'est pas à moi de le dire. Il n'est pas le seul à ne pas y prendre part. Oui, en fait, c'est que vous me dites Ousmane Sonko, c'est pourquoi moi j'ai répondu, pour dire, écoutez, posez-lui la question. Mais moi, je dis que j'ai raison, je vais au dialogue, avec d'ailleurs mes collaborateurs. Madiko va au dialogue, Idi va au dialogue, bien nous avons été 3 candidats, et nous ne sommes pas les seuls. Les autres aussi vont au dialogue. Hein? Voilà. L'Association des maires du Sénégal, puisque nous avons eu à parler de la masse salariale, oui, a invité à revoir la rémunération des maires. Oui. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais tout le monde invite à revoir les rémunérations. C'est bien. Mais il faudrait que ce soit harmonisé et que ce gap soit réduit. Moi, je ne suis pas contre, de bons salaires. Mais je suis contre, n'est-ce pas, des salaires qui vont de 1 à 10. Hein. Quand vous avez un salaire de X, la personne qui vient juste après vous, du point de vue compétence et responsabilité, a un salaire de X fois 10. Ce n'est pas normal. Moi, si vous êtes mon patron, j'ai un salaire de X, si je viens juste après vous, vous devez avoir un salaire de X, de 2X. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas avoir un salaire de 10X ou 20X. Et c'est ce qu'on voit dans ce pays. Donc, il faut harmoniser. Et peut-être que si l'harmonisation avait été faite, ceux qui ont de bas salaires verront leur salaire augmenter. Et ceux qui ont de gros salaires, verront leur salaire diminuer. Jusqu'à un seuil raisonnable. C'est ça que je dis. Pour que la masse salariale puisse être contenue et que chacun puisse avoir le salaire qu'il mérite. Parce que je ne vois pas en quoi quelqu'un qui a un salaire de 15 ou 16 millions mériterait plus que quelqu'un qui a un salaire de 300 ou 400 000. Parce qu'en réalité, les niveaux sont pratiquement les mêmes. Hein. Quand vous prenez les cadres, un cadre, c'est soit un ingénieur ou un médecin, etc., c'est le même niveau, hein. C'est le même niveau de formation. Et là, Issa Sall, le secrétaire national du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, est l'invité du jury du dimanche. On va revenir sur un thème majeur, oui, que vous avez abordé tout à l'heure, c'est la criminalité ou l'insécurité. À Tambacounda, il y a eu un drame, oui, il y a quelques jours. La jeune fille Binta Kamara a été assassinée. C'est à Tambacounda aussi qu'il y avait eu des incidents violents avec votre parti pendant la campagne électorale.
Comment avez-vous réagi quand vous avez appris cette tragédie? Mais vous savez, quand vous apprenez la mort d'une personne de cette façon, ça vous bouleverse. C'est pourquoi tout de suite, quand vous m'avez dit, écoutez, au niveau du dialogue, quel problème vous allez aborder, j'ai commencé par la sécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité à Tamba, ben, il n'y en a pas aussi à Dakar. Il n'y en a pas dans le reste du pays. Il faudrait donc que nous pensions sur cette sécurité de façon très globale. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché, d'autant plus d'ailleurs qu'il s'agit d'une jeune fille. Moi, je suis père de famille, j'ai des enfants de son âge. Vous voyez, quand des choses comme ça se passent, c'est comme si ça s'est passé chez nous. Oui. Il y a tout un débat aujourd'hui entre pro et anti, peine de mort. Oui, bon. Vous savez... Quelle réflexion vous inspire ce débat? Moi, j'ai entendu ce débat. Peine de mort, pas peine de mort. Vous savez, la peine de mort, c'est quelque chose de tout à fait très complexe. En musulman, quand vous tuez quelqu'un, et si vous le faites exprès, on doit vous tuer. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas le droit positif qui peut dire parce que vous avez tué, on va vous tuer. C'est la famille de la personne qui est tuée qui a son mot à dire dans cette affaire. La famille de cette personne peut pardonner comme elle peut ne pas pardonner. Et donc tout ça, c'est tellement complexe que la peine de mort, on ne peut pas dire on l'applique ou on ne l'applique pas comme ça. Voilà. Votre parti, quelle est la position de votre parti? Mon parti n'a pas de position là-dessus. Mon parti n'a même pas débattu de ce problème relatif à la peine de mort. Et vous, député, leader, vous n'avez pas de position sur la peine de mort? Non, je vous ai dit tout à l'heure que les gens parlent de peine de mort. Ceux qui parlent de peine de mort, ils ne savent pas que ce n'est pas un magistrat qui dit, écoutez, vous avez fait ceci, donc peine de mort. Parce que la peine de mort, c'est reconnu au niveau de la religion musulmane. Mais ce que la religion musulmane dit, c'est que c'est la famille de la personne tuée qui a son mot à dire. Cette personne peut pardonner. Et pourtant, on a tué un des leurs. Mais la famille peut pardonner. En ce moment. Oui, là, vous parlez de la charia. Oui, mais c'est Moi, ça. je parle de l'État. On ne peut pas... D'autant plus que la peine de mort a existé dans notre droit positif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes favorable au retour de la peine de mort? Oui, même la peine de mort, quand elle a existé dans notre droit positif, elle a été très mal appliquée. Parce que le droit positif aurait voulu appliquer la charia sans connaître les contours de la charia. C'est ça le problème. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman et qui n'applique pas la charia et qui est dans ce pays, mais on ne peut pas lui appliquer la peine de mort. Et quand on fait une loi, mais cette loi, elle n'est pas personnelle, elle est transversale, elle est impersonnelle, ça doit s'appliquer à tous. Oui. Comment vous pouvez appliquer la peine de mort à quelqu'un qui est sénégalais et qui ne croit pas à la charia, et ça existe? Vous n'êtes pas en faveur du retour de la peine de mort? C'est le fond de votre pensée? Non, c'est pas parce que je suis... Il faut qu'on ait le fond de votre pensée. Non, c'est pas parce que je suis en... Non, attendez. Non, moi, je vais être clair. C'est pas parce que je suis en faveur ou bien je ne suis pas en faveur, mais je vous dis simplement qu'il y ait peine de mort ou pas, il faut respecter le contexte de son application. Et jusqu'à présent, ceux qui en débattent ne vont pas au fond de la chose. Ils disent simplement que quand vous tuez, on vous tue. Voilà, allez-y. Quelle serait votre attitude en tant que député si aujourd'hui on présentait un projet de loi qui porterait sur un éventuel retour de la peine de mort? Vous feriez quoi? S'il y a des amendements à faire, ça dépend du projet de loi. Je vous dis que c'est une affaire très complexe. Le projet de loi, quand vous le recevez, mais vous le discutez en commission technique et éventuellement vous l'amendez. Mais s'il y a à amender, je dois l'amender. Si maintenant l'amendement... Dans quel sens? Non, mais attendez. Dans tous les sens. Vous n'êtes pas clair, Issa Sall. Ah non, je ne peux pas être clair. En tant que député, vous pouvez dire si je vais voter pour ou contre. Vous savez pourquoi? Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre. Ce n'est pas quelque chose de binaire. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, je suis député du peuple. Je ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui et le renier demain. C'est pourquoi je vous dis que cette question, elle est très complexe. C'est pour ça que vous avez choisi de ne pas être clair. Non, ce n'est pas parce que je ne suis pas clair. Mais ce que je veux faire comprendre simplement, c'est que c'est une question complexe qui ne peut pas être tranchée par un oui ou par un non. Ça demande tout un processus. Très bien. Voilà. Alors,
Voilà. Question de Baboui Diao, parce qu'il y a des questions aussi Oui. sur notre page Facebook, Oui. et puisqu'on parlait de sécurité, de criminalité. Oui. Je faisais allusion un peu à l'épisode de la campagne électorale. Oui. Est-ce que le professeur Issa Sall n'est pas allé au dialogue contre la libération des détenus du PUR durant la présidentielle 2019? Non. Vous répondez quoi? Là, je dis non tout de suite. Moi, je ne suis pas le genre à aller négocier des choses. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que nous, les agents que j'appelle moi mes djambars, les djambars, ils ont fait leur travail. À un moment donné, ils ont été entre les mains de la justice. Je n'ai jamais été voir qui que ce soit pour demander quelque intervention que ce soit. La justice a fait son travail et les a libérés. Et je pense qu'ils ont été même libérés un peu avant le dialogue. Donc quand je suis allé au dialogue, ça n'avait rien à voir avec ça. Je suis allé au dialogue de façon tout à fait très libre. Moi, je ne suis pas vraiment le genre à aller demander des privilèges ou des prébendes. Ce n'est pas ma nature. Justement, le dialogue national, par le passé, a eu, parfois, a débouché sur la participation de l'opposition à la gestion des affaires de l'État, Oui. pour ne pas parler de l'entrisme ou Oui. d'un fameux gouvernement de majorité présidentielle. Élargi. Et si ce dialogue national devait aboutir à un tel résultat, Issa Sall serait-il partant pour entrer au gouvernement du président Macky Sall? Vous savez, il y a trois façons d'entrer dans un gouvernement. La plupart du temps, ou en toi même faire de la transhumance, hein, parce que souvent les gens confondent les deux. Vous y allez parce que vous avez besoin de pouvoir, des facilités, voyager, avoir un passeport diplomatique, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà, j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de pouvoir. Ça, c'est un. Vous avez le passeport diplomatique? Ah ben parce que je suis député, c'est un droit. Très bien. Voilà. C'était bon à savoir. Mais vous savez, je l'ai, mais même quand je voyage, j'utilise mon passeport ordinaire, parce que j'ai des visas dans ce passeport ordinaire. Très bien. Et il est plus difficile d'ailleurs de voyager avec un passeport diplomatique dans certains pays. Moi, je viens des États-Unis, je viens de Chine, n'est-ce pas, de France, tout récemment. Il est plus difficile de voyager avec un passeport diplomatique que de voyager avec un passeport ordinaire. Oui. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de problèmes avec nos passeports diplomatiques dans ce pays. Pourquoi on aurait Eh bien, on l'a simplement parce que le passeport diplomatique est distribué comme des récompenses à beaucoup de gens. Et que finalement, ce passeport ne devient plus crédible. Moi, quand je suis allé en France tout récemment, il y a un agent de police qui m'a dit, écoutez, est-ce que vous avez besoin de visa pour votre passeport diplomatique? J'ai dit, monsieur le policier, non, au Sénégal, on n'a pas besoin de visa pour venir en France avec le passeport diplomatique. Donc, c'est simplement pour dire que vous y entrez pour avoir des privilèges, vraiment. Moi, je ne suis pas un homme qui cherche cela. Ou bien vous y entrez pour avoir de l'argent, un salaire qu'on vous paye. Je pense que le fait d'être dans un gouvernement ne vous permet pas d'être riche. Un salaire de ministre ne vous permet pas d'avoir de l'argent. Hein, si vous voulez avoir de l'argent, vous faites des affaires. Hein, vous aurez une structure, n'est-ce pas? Moi, j'ai une structure que j'ouvre, donc je n'ai pas besoin d'aller dans un coin pour avoir de l'argent. Maintenant, vous pouvez y aller aussi pour servir votre pays. Simplement. Si vous savez que dans tel secteur, vous avez des compétences et que vous pouvez servir votre pays et qu'on vous demande de venir servir votre pays, de deux choses l'une, vous dites, écoutez, moi, je reste chez moi, ce n'est pas la peine, ou bien vous allez servir votre pays. Maintenant, justement, ce que vous savez, c'est que moi, je cherche à être président de la République. C'est pourquoi je me suis présenté aux élections passées. Donc, je veux servir mon pays à un niveau le plus élevé. Hein? Si maintenant, il m'arrive de pouvoir servir mon pays à un niveau intermédiaire, je n'ai pas de problème à ce niveau. Parce que vous n'êtes pas opposé à une éventuelle entrée au gouvernement du président Macky Sall. Vous savez, je dis, moi, personnellement, je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est comme quand je suis allé au dialogue, les gens ont dit, il a trahi tel. Je n'ai pas eu de problème. C'est-à-dire, quand je pars de façon libre. Hein? Ce que les gens disent là, ça ne me fait rien du tout. Moi, quand je fais une chose, j'essaie de voir si c'est en phase avec ce que le bon Dieu m'a dicté, si c'est en phase avec mes convictions. Maintenant que X ou Y disent que, écoutez, il est entré dans le gouvernement parce qu'il va entrer dans le gouvernement, peut-être que moi j'aurais été dans un gouvernement il y a peut-être 20 ans. Parce que j'avais été consulté pour entrer dans un gouvernement et je n'ai pas accepté. Et aujourd'hui, je n'ai pas accepté. Et aujourd'hui, vous l'acceptez? Non, mais ça dépend des conditions. Hein.
Ça vraiment... Vous ne l'excluez pas? Non. C'est-à-dire, je ne réfléchis même pas par rapport à ça. C'est-à-dire, je ne réfléchis même pas par rapport à ça, parce que je n'ai pas un besoin personnel. Mais le pays a un besoin. Si vous prenez par exemple le domaine où je suis, mais je vous ai dit que dans ce domaine, on a énormément de difficultés. Et que moi, personnellement, j'ai quand même une vingtaine d'expériences de président d'université. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dirigé une université pendant 20 ans dans ce pays. J'en ai pas vu. Hein? Parce que ceux qui sont dans les universités publiques, c'est des recteurs qui sont nommés. Au bout de 5 ans, 6 ans, on met quelqu'un d'autre à la place. Mais ces 20 ans, c'est quand même de l'expérience capitalisée. Je ne dis pas, écoutez, demain, donnez-moi l'enseignement supérieur. Je donne simplement un exemple. Je le donne sur moi parce que c'est ce domaine que je connais. Mais vous, dans les médias, vous avez quand même beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous dire, écoutez, les médias du Sénégal, voilà comment ça a fonctionné. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Dans le domaine de la santé, il y a des gens qui ont de l'expérience. Donc, notre expérience devrait pouvoir servir le pays. Mais loin pour moi de penser vouloir demain être un ministre ou bien un directeur général. Non. Vous ne cultivez pas l'entrisme? Non, du tout. Mais vous n'êtes pas opposé non. à une éventuelle entrée au gouvernement? Parce que c'est quand même le Sénégal qui nous intéresse, voilà. Quel regard jetez-vous sur la gouvernance du président Macky Sall après son premier mandat et à l'entame de son second mandat à la tête du Sénégal? Bien, le second mandat, il vient de l'entamer. Donc, il a demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait dialogue. Je pense que ça va l'aider à améliorer sa gouvernance. Mais vous savez, je suis quand même logique avec moi. Si je me suis présenté comme candidat à la présidentielle en février 2019, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas une bonne gouvernance. Il aurait eu une bonne gouvernance, ce serait illogique d'ailleurs que moi je me présente contre lui. Je suis un opposant, je me suis présenté contre lui parce que je pense que sa gouvernance n'était pas bonne. Aussi simple que ça. Pourquoi? Bien pourquoi? Vous savez, on a eu beaucoup de difficultés dans ce pays. Hein, sur le plan, n'est-ce pas, des nominations. Hein? Sur le plan des institutions, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que nous avons eu l'occasion de saisir le Conseil constitutionnel, on nous a dit qu'il était compétent, etc., etc. Tout ça, c'est des problèmes de gouvernance. Hein? Je vous ai parlé tout à l'heure de la masse salariale. Tout ça aussi, c'est des problèmes de gouvernance. Hein? Justement, je vous ai parlé du processus électoral. C'est quand même des problèmes de gouvernance. Justement, sur les questions financières, est-ce que les difficultés financières dont on parle sont réelles? Est-ce que vous les vivez? Difficultés financières de l'État. Oui, en fait, moi je les vis, hein, parce que simplement moi j'ai une école et que l'État a beaucoup de difficultés pour honorer donc, les créances vis-à-vis des écoles privées. Donc je veux dire, ma personne morale vit cette affaire. Et je pense que ce n'est pas uniquement les écoles, hein, je veux dire, ce sont aussi les médecins, ce sont aussi les employés, ce sont aussi beaucoup de parties donc, de l'activité publique qui vit un peu ce problème financier. Une loi de finances rectificative est annoncée. Mais de toute façon, il y a eu tout le temps une loi de rectificative. On ne peut pas faire une session sans qu'il y ait loi de finances rectificative. Je pense qu'ils sont en train de préparer et ça permettra peut-être... Parce que la loi de finances rectificative, c'est pour équilibrer. C'est ça. C'est-à-dire quand il y a quand même des ressources additionnelles qui viennent et qu'il faut dispatcher, ben on fait une LFR et puis je pense que ça va se faire bientôt. Et comment vous attendez cette LFR? Ben, cette LFR, quand elle viendra, elle passera en commission technique. Ben, on va voir ce que nous pourrons dire par rapport à ça et puis aller en plénière, voir si nous on va quand même la voter ou bien on ne va pas la voter. Il y a une commission d'enquête parlementaire, puisque nous étions sur le thème de la gouvernance, sur l'affaire dite des 94 milliards. Révélé il y a quelque temps par Ousmane Sonko, qui a accusé nommément le directeur des domaines, M. Mamour Diallo, qui a quitté d'ailleurs cette fonction depuis la réélection du président Macky Sall. Le démarrage des auditions est effectif. En tant que député, vous suivez cette affaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Bon, moi, je n'ai pas accepté d'ailleurs de participer à la commission, parce que j'aurais pu participer à la commission en tant que non-inscrit. Parce que la commission est composée des députés de la majorité, des députés de l'opposition et des députés de non-inscrits. Nous, non-inscrits, quand on nous a contactés, nous avons dit que ça ne nous intéresse pas de participer à la commission.
Moi, je pense que c'est un acharnement sur un député qui fut candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles et que ce n'est pas nécessaire de soulever une commission outre mesure. Hein. Maintenant, ça, c'est un dossier que je ne connais pas. Quand il y a des affaires... Mais une assemblée doit avoir des commissions d'enquête parlementaires, oui, surtout sur une question qui a quand même été agitée mais et qui a tenu en haleine l'opinion. Qu'est-ce qu'il y a de politiciens dans ça? Mais si, ça n'a pas concerné n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a plein de commissions qui auraient pu se tenir à l'Assemblée, mais que les gens n'ont pas tenu, parce que ça concerne d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec un ancien candidat à la présidentielle. Quelle commission aurait pu se tenir? Il y a beaucoup de commissions. Je veux dire, il y a l'inspection générale d'État qui a fait des audits sur plein de choses dans ce pays et qui a dit que telle personne, n'est-ce pas, ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela, mais l'Assemblée devrait s'autosaisir et donc monter une commission. Donc on n'attend pas qu'un député de surcroît, candidat à la présidentielle, dise quelque chose pour que les gens disent, écoutez, nous allons faire une commission. C'est ça. C'est pourquoi, moi, en tant que député des non-inscrits, j'ai dit que je ne veux pas faire partie de cette commission. Ce n'est pas une occasion de clarifier les choses. Mais ils vont... ceux qui ont en charge la commission... Non, mais ceux qui ont en charge la commission vont clarifier. Oui. Je pense que les auditions ont commencé. Ils sont en train d'entendre certaines personnes. Et je pense qu'il y aura peut-être... ils sortiront quelque chose de toutes les façons. Oui. Ils nous diront exactement cet argent-là, où est-ce que c'est parti, qui a empoché un chèque, s'il y a un chèque empoché, qui a pris un terrain, s'il y a un terrain qui a pris, etc. Ils vont nous le dire, parce qu'ils ont commencé la commission. Même si Ousmane Sonko, n'est-ce pas, n'est pas présent au niveau de la commission. Ils vont nous le dire, de toutes les façons, parce qu'ils sont en train d'entendre. Et son absence à ces auditions? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être présent à la commission. Hein. C'est ça. Donc il a choisi de ne pas y aller. Je pense qu'il a ses propres raisons. Issa Sall du PUR est l'invité du jury du dimanche. Il nous reste 5 minutes. Quel est votre regard sur le fonctionnement des institutions au lendemain de la suppression du poste de Premier ministre? Vous savez, nous avons sorti un communiqué, et quand je dis nous, c'est le collectif des anciens candidats, pour dire que si le président devrait donc supprimer le poste de Premier ministre, c'est quelque chose de tout à fait très important, il aurait pu. À sa place, j'aurais attendu, parce que rien ne presse, j'aurais attendu ce dialogue pour voir l'opportunité de supprimer ou de ne pas supprimer le poste de Premier ministre. Pour lui, c'est pour aller plus vite? Non, ce n'est pas pour aller plus vite en réalité. Pour être plus efficace? Non, ça ne peut pas pousser à l'efficacité, ça ne peut pas pousser au fast-track. Parce que le Premier ministre, c'est simplement l'interface entre le président de la République, qui est une institution, et le reste du pays. Voir l'Assemblée, voir le peuple, c'est ça. Pour vous, c'est une erreur? Moi, en tout cas, je n'aurais pas fait ça à sa place. Parce qu'on dit, écoutez, c'est parce que tel dossier est dans le bureau de tel directeur, que le président voudrait peut-être s'adresser directement à ce directeur, en tout cas directement au ministre en charge de ce directeur pour, je veux dire, speeder le dossier. Non. C'est-à-dire, moi je dirais au Premier ministre, écoutez, parce il aurait fallu qu'on donne au Premier ministre, n'est-ce pas, son autorité, pour qu'il ait autorité sur les ministres. C'est ça qui n'a pas existé. Le Premier ministre, c'était simplement le Premier ministre, mais le Premier ministre n'avait pas autorité sur les ministres. Il devait avoir autorité sur les ministres, synchroniser, faire en sorte que les ministres travaillent en symbiose et que donc au niveau des directions, que les choses se passent vite. Mais le fait de le supprimer, ça n'empêchera pas demain aussi à un directeur de vous dire, écoutez, le dossier, je ne l'ai pas encore traité. C'est ça la chose. Donc moi je pense que le Premier ministre devrait être là et pour nous sentir aussi, nous, l'Assemblée. Parce qu'on a besoin de parler directement au président par Premier ministre interposé. Et pourtant, cette réforme est annoncée comme devant permettre plus d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ah non. Ce n'est pas votre sentiment? Non, ce n'est pas mon sentiment. C'est-à-dire que le Premier ministre serait toujours là. Il viendrait à l'Assemblée pour nous parler. Mais en fait, ce n'est pas lui qui vient, c'est le président qui vient. Oui, mais l'Assemblée ne peut plus être dissoute, elle ne peut également pas voter de censure, mais ce n'est pas une bonne chose, ça? Non, ce n'est pas une bonne chose. Moi, de toutes les façons, à la place du président de la République, si j'étais président de la République, naturellement, j'allais dissoudre cette Assemblée. Ah oui? Ah oui, c'est clair. Vous êtes favorable à la dissolution? Ah oui, bien sûr. Non, vous savez, les députés qui sont à l'Assemblée ne veulent pas que l'Assemblée soit éliminée. Ça, c'est clair.
Donc, ils sont contents que le président dise, écoutez, moi, je ne peux plus dissoudre l'Assemblée, mais vous ne pouvez plus faire de motion de censure. Bon, ils trouvent leur compte aussi, ces députés qui sont là-bas. Hein? Oui, un peu. Donc, une dissolution entraînerait ou aurait entraîné des élections. Des élections Oui, législatives anticipées. Parfaitement. Et si c'est plutôt le contraire, mais si c'est qui le devrait plutôt se passer, c'est-à-dire le décalage de ces élections législatives pour les faire coïncider avec la présidentielle de 2024. Oui, mais en ce moment, nous allons vivre simplement le scénario qui consistera à faire en sorte qu'à chaque fois que le président de la République veut faire passer une loi à l'Assemblée, jusqu'aux élections, n'est-ce pas, je vous dire, les prochaines élections, c'était en 2022, non? Oui. Mais si on pousse les élections jusqu'en 2024, il aura à sa disposition une Assemblée qui lui sera favorable jusqu'en 2024. Et vous n'êtes pas favorable à cela? Non, moi je suis favorable à ce que le mode de scrutin soit changé et qu'on ait de véritables députés représentatifs. Qu'on dise, écoutez, vous êtes député de tel département ou bien vous êtes député de telle corporation. Hein, et que ces gens prennent leurs responsabilités. Même si le président a la majorité des députés, quand vous êtes député de tel département ou vous êtes député de telle corporation, et que vous êtes élu de façon directe, pas sur une liste, en ce moment, vous pouvez défendre quand même votre... Vous êtes pour la suppression de la proportionnelle. Exactement. Je suis... Majoritaire intégrale. Exactement. Voilà. Je suis pour la suppression de... Ou en tout cas, même si on ne supprime pas totalement la proportionnelle, qu'elle soit vraiment totalement dosée. Cela veut dire qu'on n'est pas à faire une liste où... Vous savez que la moitié des députés de l'Assemblée nationale sont des remplaçants. Ça, vous le savez au moins. Des suppléants. Ah oui, des suppléants. Ce sont des suppléants. Presque la moitié des députés sont des suppléants. Parce que quand Benno Bokk Yakaar faisait sa liste, ils ont aligné quand même que des ministres. Tous ces ministres sont devenus députés. Mais le jour où on a installé l'Assemblée, ils ont tous démissionné. Et aujourd'hui, avec la nouvelle la suppression du truc, la réforme, voilà. Et même la réforme. Gouvernement, on peut retourner à l'Assemblée. On peut retourner à l'Assemblée. Bon, encore que là aussi, je pense que les textes d'application ne sont pas très clairs. Parce que je ne vois pas comment on vous installe à l'Assemblée et que quelques mois après, on vous dise, écoutez, vous n'êtes plus député. Ça je n'ai pas encore compris comment ça va se faire. Quid des locales qui sont prévues après un premier report au mois de décembre prochain? Il faut les maintenir? Je pense que... les reporter à nouveau? Non, je pense qu'il faut respecter le calendrier universitaire, autant que faire se peut. Pas universitaire. Le calendrier, voilà, comme universitaire d'ailleurs. Le calendrier électoral, autant que faire se peut. Et je pèse bien mes mots, je dis autant que faire se peut. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a des problèmes qui font que les élections ne peuvent pas se tenir au mois de décembre, moi, en tout cas, je ne suis pas... gêné que ce soit reporté. Ça ne me pose aucun problème. Mais je suis prêt, en tout cas, à aller aux élections le 1er décembre. On a suffisamment de temps. Nous ne sommes qu'au mois de juin. Vous avez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait quand même 7 mois. Mais s'il est annoncé que les élections vont se tenir le 1er décembre, tout le monde doit être prêt pour y aller. Maintenant, s'il y a d'autres considérations qui font qu'il faut déplacer, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Allez-vous mettre sur la table de la concertation sur le processus électoral que le ministre de l'Intérieur ne soit plus l'organisateur des élections? Bon, écoutez, nous avons dit qu'il faudrait une administration neutre pour organiser les élections. Et vous savez, organiser les élections, ce n'est pas très difficile. Hein? Le ministre nous dit, écoutez, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, mais on peut se passer de toutes ces personnes pour l'organisation des élections. On peut avoir un ministère qui a des démembrements un peu partout, au niveau des préfectures, au niveau des sous-préfectures, mais ils ont en charge la garde des urnes, des isoloirs, etc. C'est des agents qui ont ce travail et qui ne font que ça, parce que quand même, on a une élection tous les ans au Sénégal. Oui. Et ce serait beaucoup moins cher d'ailleurs d'avoir cette structure qui ne s'occupe que d'élections et qui réfléchit sur tout cela. On aura un fichier fiable, on aura une bonne carte, ce matériel ne sera pas en déperdition. Et on n'aura pas besoin des préfets ou des sous-préfets pour ça. Un ministère chargé des élections devrait pouvoir le faire. Et donc, il n'y aurait pas d'interférence entre l'administration qui est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et donc l'administration des élections. Donc, moi, je suis favorable pour qu'il y ait un ministère chargé des élections et qui ne fait que ça. Et vous le poserez sur la table? Ben oui, on le posera sur la table. On en a même parlé. Commission cellulaire avec le général Mamadou Niang, entouré des professeurs Babacar Kanté et Alioune Sall, ainsi que de Mazid Ndiaye,
Quelques petites questions qui appellent des réponses instantanées, Issa Sall, et c'est pour terminer cette émission. Oui. Quel est l'état de vos relations avec le président de votre parti, votre guide, Serigne Moustapha Sy? Elles sont tout à fait parfaites. C'est mon président. Vous savez que c'est aussi mon frère aîné. Nous avons d'excellentes relations. Il y a eu une brouille à un moment donné, non? Non, il n'y a pas eu de brouille. Hein, je veux dire, vous savez... Et vous avez failli ne pas être le candidat du PUR. Mais ça, ce n'était pas lui. Hein. Oui. Ça, ce n'était pas lui. Vous savez, un parti, quand il prend... Aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique ou de parti au Sénégal sans parler du PUR. Nous avons été quatrième quand même au niveau des élections législatives et nous étions partis seuls. C'est pourquoi d'ailleurs je garde toujours pour dire que nous sommes le premier parti d'opposition, malgré mon résultat quand même de la présidentielle. Le PUR, un parti religieux? Ah non, du tout. Le PUR n'est pas du tout un parti religieux, c'est un parti, je veux dire, qui respecte les textes, la Constitution, en ce sens qu'on n'est ni religieux, ni régionaliste, ni ethnique. Donc, parlant de ces relations, elles sont au beau fixe, elles sont très bonnes. Il n'y a pas de difficulté. Grâce présidentielle en faveur de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Parfait. Moi, je demanderais même plus. Quoi? Grâce à amnistie. Parce qu'il n'y a aucune raison. On a posé le problème au dialogue. Hein. Le président a dit qu'il faudrait qu'on attende jusqu'à ce que tout finisse. Je me demande s'il ne savait pas que tout était fini relativement donc, au procès de Khalifa. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'on le maintienne. Il a dit justement que ce n'est pas fini parce que Khalifa Sall a déposé un recours auprès de la Cour suprême. Oui, mais ça a été... La procédure n'est pas vidé. Ah, si. Non, tout ça a été vidé. Vous pouvez vraiment l'affirmer? Ah, ben oui, en tout cas... Il nous revient que ce n'est pas encore vidé parce que les chambres réunies de la Cour suprême n'ont pas encore arrêté la date pour examiner le recours. Moi, j'étais au verdict de la Cour suprême. Oui. Et ça, c'était un dossier qu'il vidait ce jour-là. À ma connaissance. Vous êtes pour une amnistie? Mais je suis pour qu'on le libère et qu'on l'amnistie. Cela toucherait-il Karim Wade qui est au Qatar aujourd'hui? Ils sont dans le même cas. C'est tous des Sénégalais. Hein. Ils sont dans le même cas. Hein, que ce soit Karim ou Khalifa. Parce que ce dialogue, quand même, je pense que devrait pouvoir donc, conduire à tout cela. Merci. C'est moi qui vous remercie. El Hadji Issa Sall, voilà. Vous êtes le secrétaire national du PUR, oui. le parti de l'unité et du rassemblement. Vous êtes député, vous êtes candidat oui. à la dernière élection présidentielle de 2019. Candidat malheureux, on dirait. Oui, c'est le jargon quoi, qui s'y est. Quoi. On dit candidat malheureux, mais on n'est pas malheureux. Voilà. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. À la technique, Aliou Diassé, également Babacar Ndiaye et toute l'équipe des cadreurs du jury du dimanche. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.